Bonjour à tous et bienvenue dans ce classement des films que j'ai vus en 2018. 32 films vus cette année, c'est moins que l'année passée il faut dire, mais cette année 2018 n'était pas non plus fofolle. Aucun des films de ce classement ne m'a fait dire mais quel chef-d'œuvre. Encore une année où les musiques des années 80 étaient au centre des films, ambiance néon colorée, bref, la forme est au premier plan et la réflexion s'éloigne. This is how I choose to use my power. I had a dream, I lived in a world of discrimination. Different races, raising killers and rapists. Fake like I live in the Matrix, so I awaken. This is the case. Day to day on minimum wage. End of the day, I'm still in a maze. Amazing. My soul bleeds for millies of dough and rollies. I'm in it to show the globe. I'm more than an image, I'm more like a trophy. So please, give me a set. Am I worth your freaking respect? Am I wrong or really the best? Yes. Hitchcock le disait, dans un film l'important c'est le scénario, ensuite il y a également le scénario et pour finir le scénario. Bien évidemment ce flop vers le top est personnel, je vous invite donc à mettre le vôtre dans les commentaires, ça fait toujours zizir. Comme je le disais, une année 2018 au rabais concernant la qualité au cinéma, mais j'ai tout de même un top, beaucoup de mais, et un flop qui ne sera pas sans surprise. Pour information, la catégorie top, c'est les films qui me sont restés en tête, avec une écriture et une mise en scène intéressante, qui se feront une place de choix dans ma Blu-ray Tech. Toute proportion gardée, car encore une fois 2018 n'était pas fofolle. La catégorie mais sont des films moyens, classiques, déjà vus, bons dans l'exercice mais forcément pas mémorables. On peut les revoir avec des amis sans que cela devienne culte pour autant. Et également aussi donc la catégorie flop, celle qui va nous intéresser dans un premier temps, une catégorie des films que je ne souhaite pas revoir tellement l'ennui, le vide, le... C'est notre projet ! Le néant. Et maintenant on va commencer avec... Numéro 32, Venom. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus et mon avis n'a guère changé. Venom traduit littéralement une production facile pour faire de l'argent sans réelle recherche pour faire un bon film. Il n'y a rien de honteux, ce n'est pas divertissant, long et terriblement chiant. Je vais être honnête avec vous, vu les critiques, je pensais au moins voir un bon nanar, mais même ça, malheureusement c'est raté, on rigole même pas. Un blockbuster sans âme, sans ambition, partagé entre une comédie, de l'horreur et du fantastique, Venom ne réussit aucun de ces trois thèmes. Les acteurs d'ailleurs ne sauvent pas le film, et le scénario, écrit par quand même 3 personnes, est un recyclage de mauvais matériaux. Si vous voulez voir un Venom en film, restez sur Spider-Man 3 de bien meilleure facture et avec une origin story beaucoup plus travaillée et fidèle aux comics. Numéro 31, The Meg. Alors The Meg, c'est la vidéo de ma chaîne la plus vue. Et malheureusement, c'est un mauvais film. Alors le film est très mal écrit et la mise en scène trop plate pour rendre le colosse impressionnant. Pire, les effets spéciaux datent de plus de 15 ans. Les personnages sont tous aussi clichés les uns que les autres, n'offrant jamais de surprise au spectateur. Le film n'explore de très peu son sujet, à savoir le mégalodon, le montrant juste comme une machine à tuer qu'il faut arrêter à tout prix. Donc pas vraiment d'ambition dans ce film, et malheureusement porté plus pour un public chinois que mondial, malheureusement. Numéro 30, The Predator. Alors oui, c'est meilleur que The Meg et Venom, et tout simplement parce qu'il y a au moins des répliques nanardesques. Ça reste une désacralisation du monstre de Stan Winston, un total ratage pour la franchise qui aura du mal à s'en remettre.
Mention spéciale tout de même à la dernière punchline du film qui nous a fait mourir de rire. Rien que pour ça, il mérite un point de plus que Venom ou The Meg. Numéro 29, Downsizing. Alors oui, le réalisateur n'arrive pas à aller au bout de son idée d'origine. On enchaîne les scènes sans vraiment de lien entre elles pour finir par nous perdre dans une histoire qui n'aboutira tout simplement à une histoire d'amour. Des messages écologiques et sociétaux sont présents dans le film mais aucunement exploités ou développés. Le film ne fait pas réfléchir sur ces sujets mais nous montre ce qu'on sait déjà sans que ce soit intéressant. Numéro 28, Tomb Raider. Alors ce film ne marquera pas les esprits et sera vite oublié, même s'il s'agit d'une adaptation plus ou moins fidèle visuellement du jeu éponyme de 2013. Rien de honteux dans sa forme, hein. Le film n'arrive malheureusement pas à susciter l'intérêt. Comme toute la nombreuse collection d'artefacts des Croft, le spectateur lui collectionnera les clichés au cours de l'histoire. Numéro 27, Annihilation. Alors, ce film part sur une bonne base, ce qui entoure la révélation sur l'extraterrestre par exemple, ce qu'il compose, ce qu'il fait est intéressant. Pour le reste, les personnages sont écrits de la façon la plus feignante possible, des biologistes traversant sans aucune protection dans une bulle où une précédente équipe s'est fait tuer. Il faut vraiment être sacrément débile. Ça me rappelle presque, d'ailleurs, les personnages de Prometheus ou d'Alien Covenant. Pourtant, le réalisateur se veut être un grand et incite les spectateurs à être ouverts d'esprit. Être ouvert d'esprit ne nous empêche pas de nous ennuyer non plus sur le long terme. Certes, certaines idées sont novatrices et intelligentes, mais ces idées ne concernent malheureusement que 10 minutes dans le film, ce qui est trop peu développé, créant parfois l'incompréhension chez le spectateur. Alex Garland, donc le réalisateur du film, a l'ego surdimensionné, veut se croire intelligent, faire passer ceux qui ne comprennent pas son film pour des bêtas si le film est mal reçu, se faire passer pour un génie incompris. Bien évidemment, comprendre son film ne veut pas dire que celui-ci est bon, et pas si intelligent que ça. Même s'il aborde des sujets intéressants, ce n'est jamais creusé et on passe notre temps à faire du surplace avec des personnages trop creux pour raconter quoi que ce soit. Par chance, les visuels sont très bons et dignes de 2018. Il fait partie quand même des flops de cette année. Numéro 26, Stranger. Alors tourné comme un film documentaire avec beaucoup de caméras à l'épaule pour accentuer le réalisme, le film nous montre le quotidien de notre personnage principal. C'est assez bien fait et ça sent le vécu. Malgré l'honnêteté du long métrage, c'est d'un ennui affligeant. Force est de constater que le scénario est digne d'un court métrage sur son contenu et n'arrivera pas à combler les blancs. Ce film est nécessaire pour préserver la mémoire de ce jeune homme et quoi de plus simple que de choisir d'un angle réaliste pour le traiter, mais malheureusement un court-métrage aurait été beaucoup plus impactant. Ce biopic n'a malheureusement pas grand-chose à raconter, à noter que la bande-annonce dévoile déjà tout le contenu du film. Numéro 25, Jurassic World Fallen Kingdom. Donc ce film a beau s'éclater sur une réalisation propre et soignée avec un visuel digne de 2018, Fallen Kingdom peine à convaincre avec un scénario écrit par un enfant de 7 ans, voire plus. Allez, 8 ans, on va être gentil. Les personnages sont stupides, uniquement présents pour faire avancer l'histoire, et c'est parfois gênant, voire même malaisant. Et on termine le flop avec le numéro 24, Ant-Man et la Guêpe. Alors ce film sans âme, de même que le personnage principal, Ant-Man et la Guêpe est juste là pour faire patienter les projets plus ambitieux comme Captain Marvel ou Avengers Endgame. 160 millions pour faire patienter, ne reste que la seule ambition du studio. Alors, je précise qu'Ant-Man et la Guêpe était ma première vidéo d'ailleurs de la chaîne, vous pouvez revoir la critique dans son intégralité si vous souhaitez, mais et voilà, Ant-Man et la Guêpe pour moi c'est un film qui malheureusement a été décevant puisque j'avais l'impression que Marvel revenait sur le devant de la scène avec Thor Ragnarok, Black Panther et effectivement Avengers Infinity War, donc c'était
voilà, un retour vraiment gagnant. On avait vraiment 3 films qui commençaient à réaugmenter le niveau. Et là, Ant-Man et la Guêpe, normalement, qui devait logiquement nous apporter un peu plus de réponses sur l'absence déjà de Scott Lang, eh bien c'est un ratage complet. Ce film en fait ne fait pas du tout avancer le MCU, c'est ce que je disais également aussi dans ma critique, et en plus de ça, bah voilà, c'est du déjà vu, donc pourquoi il est là, on s'en fout un peu. Donc c'est vrai que voilà, c'est pour ça qu'il est dans les flops, et d'ailleurs c'est le dernier flop de cette liste. On va maintenant passer au mais. Alors pour commencer cette catégorie, mais le numéro 23 c'est Astérix et le secret de la potion magique. Alors oui, ce film, eh ben c'est tout simplement, et franchement c'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo là-dessus, et je voulais pas en faire parce que je n'avais vraiment rien à raconter, dans le sens où, bah voilà, c'est tout simplement le coup du menhir, mais avec la créativité en moins. Pourtant j'y allais confiant, voulant rire, retrouver cette âme d'enfant, et je me suis retrouvé devant un film quelconque, assez plat et sans âme. Alors ça fonctionne je pense sur les enfants, et pourtant je suis un grand fan du héros moustachu, mais même si les images sont très jolies, avec le talent reconnaissable d'Alexandre Astier, le scénario ne m'a malheureusement pas fait voyager. Numéro 22, First Man. Alors j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs. Le film de Damien Chazelle est une réussite sur la mise en scène, la réalisation et une partie de son scénario. Restent les phases de préparation qui sont d'un ennui mortel et trop longues pour ce que cela raconte. Un peu comme La La Land. Après, beaucoup d'euphorie chez les cinéphiles. Bon, il faut dire qu'il est sorti sur un mois où il n'y avait pas grand chose non plus. Voilà, pour vous dire, ce mois-là, il y avait Venom et une série B ridicule comme The Predator. Donc forcément, First Man, bah oui, c'est un peu le haut du panier. Et je mentirais si je n'ai pas trouvé le film techniquement incroyable, que ce soit dans son mixage sonore, la bande-son ou même une partie de sa mise en scène. Avec une introduction mélancolique et un final poétique et bien orchestré, First Man semble faire l'unanimité. Pour ma part, je trouve que c'est un bon film, mais voilà, pas du tout un chef-d'œuvre mémorable, loin de là. Numéro 21, et je vais me faire des ennemis, Ready Player One. Alors oui, il fait partie de la catégorie, mais c'est un très bon divertissement qui fait le café, le popcorn est très bon. Cette montagne russe de 2h20 vous emmènera vers un scénario malheureusement convenu. On sent comme un film testament pour Steven Spielberg de ce qu'il nous lègue en tant que réalisateur. C'est très bien réalisé et des effets sont parfois même réussis. Le film n'est pas non plus un chef-d'œuvre pour autant. Le film reste classique dans sa forme. Il s'agit aussi d'une critique de notre société actuelle, ultra déconnectée de la réalité, ce qui n'est pas non plus dénué d'intérêt. Steven Spielberg signe un autoportrait de sa jeunesse, imaginative, ambitieuse et son regard actuel sur notre monde. Mais voilà, il y a aussi beaucoup d'incohérences scénaristiques, notamment sur la fin, par rapport aux règles établies. En effet, par exemple, si je devais en tout cas retenir cela, il y a Monsieur Hallyday qui dit qu'il ne faut pas de règles, justement, au contraire, c'est justement le jeu qui est intéressant, sans règles, voilà. Et pourtant, le film se termine sur des règles. Voilà, des règles où on va fermer par exemple l'Oasis pendant une journée ou deux par semaine, pour que justement les gens restent connectés dans le monde actuel. Mais en fait finalement, le film ne résout pas grand chose. Voilà, c'est ça le problème du film, c'est qu'ils ont juste terminé un jeu vidéo. Ça n'empêche pas que le monde actuel est toujours aussi pourri. Donc finalement, les fameux héros n'en sont pas vraiment. Donc voilà, donc Ready Player One pour moi c'est un petit peu raté dans son scénario et dans le message qu'il veut faire passer. La logique. Numéro 20, Rampage Hors de Contrôle. Alors Rampage Hors de Contrôle est un bon film, du genre bien dosé, bien écrit, faut le dire. Il existe quelques petits éléments cons, bien sûr, ça reste con, on va pas se mentir, mais ça reste un plaisir coupable qu'il n'aura pas à rougir face à d'autres productions. On sent de l'investissement de la part des scénaristes pour nous rendre l'histoire aussi crédible, même si voilà il y a des clichés dedans, et la mise en scène de Peyton, elle donne tout simplement de bonnes scènes d'action, mention spéciale à la scène d'intro qui est tout simplement génialissime en termes de mise en scène.
Numéro 19, Pentagon Paper. Alors Pentagon Paper est un bon film sur l'investigation journalistique. Même si Spotlight est encore dans les mémoires, le film va vers d'autres sujets sur l'intégrité journalistique et son rapport à la politique. Un défaut tout de même, les enjeux et leur finalité sont déjà connus et ne créent pas de réelle tension. C'est la mise en scène orchestrée par Steven Spielberg qui va rythmer le film malgré la longueur scénaristique. Quelques maladresses tout de même sur le côté féministe du film, trop évident post-Weinstein, mais cela reste vraiment très secondaire dans le film. Numéro 18, L'homme qui tua Don Quichotte. Alors L'homme qui tua Don Quichotte est un film qui est le plus proche de Terry Gilliam. Il fait une satire du monde du cinéma tel un Molière se moquant du roi à travers sa pièce de théâtre. Les acteurs sont tous très bons et dévoilent même leur jeu le plus théâtral possible. Certes, le film possède quelques longueurs et sa fin reste un peu hasardeuse, mais il reste très bon dans son traitement. Le film est étonnamment très drôle et dans ses dialogues, ce qui rappelle beaucoup les heures de gloire des Monty Python. Numéro 17, The Equalizer 2. Alors le film est loin de révolutionner le genre et reste assez prévisible dans son côté thriller mais diverti de la bonne façon. Alors j'avais fait une vidéo dessus, également un peu plus détaillée que ce que je vais vous dire ici. Mais voilà, en gros pour cette suite c'est beaucoup plus posé que le premier et il prend le temps avec ses personnages. Restent les méchants qui ne sont pas très intéressants et assez simplets dans leur démarche. Mais sinon cela reste un film assez moyen. Numéro 16, Deadpool 2. Alors Deadpool 2 est une bonne suite malgré la même structure narrative que le premier volet. On reprend parfois les mêmes blagues, on en invente d'autres, parfois elles sont lourdes ou longues, et parfois elles fonctionnent bien aussi. On sent que l'équipe s'éclate, que ce soit le réalisateur ou ses plans assez fous, et les acteurs qui sont à fond dans leur rôle. Parfois, même un petit peu en roue libre. Ceux qui ont aimé le premier volet vont aimer celui-là, c'est même évident. Ou alors ils se diront qu'il est en dessous du premier, ce qui n'est pas faux pour autant. Le réalisateur essaye tant bien que mal de nous montrer quelque chose de nouveau concernant les scènes d'action dans un genre malheureusement presque épuisé. Numéro 15, Halloween. Alors j'avais fait une vidéo sur toute la saga pour vous dire à quel point c'était un joyeux bordel, en tout cas et ça a été remaké, puis ça a continué, puis ça a été re-remaké, bref, un peu compliqué, toujours avec les mêmes acteurs, mais bon voilà. En tout cas, sur cette saga, un dernier film est sorti cette année, en 2018, donc Halloween. Donc ce film n'a pas un scénario qui fait honneur à celui de 1978, très difficile de réinventer le genre de toute façon, mais beaucoup trop de facilités scénaristiques sont quand même présentes. Cependant, on note toujours le côté divertissement de la saga qui reste ancré dans l'histoire du cinéma. L'effet inverse des situations est bienvenu grâce au charisme de Jamie Lee Curtis. Notez d'ailleurs que même si l'idée de faire cette table rase, puisque c'est un peu l'idée, du passer dans Halloween 20 ans après pour donner un rôle à l'actrice sans perspective d'évolution intéressante, celui 40 ans après offre au moins cette possibilité à l'actrice d'explorer une autre facette du personnage plus intéressante, même si le fait de supprimer l'idée que ce soit la sœur du tueur me dérange un petit peu. Le personnage qui rappelle Sarah Connor est tout de même le mieux écrit du film. Numéro 14, Solo. Alors là je vais me faire sûrement des ennemis puisqu'il est assez haut dans le classement par rapport à d'autres films et beaucoup ont été déçus. Alors personnellement moi de mon côté j'aurais pu faire aussi une vidéo dessus mais la chaîne n'était pas encore ouverte à ce moment-là, mais je trouvais ça injuste pour le film. Injuste parce que je pense que Star Wars épisode 7 et 8 se foutaient clairement de votre gueule, autant le film de Gareth Edwards, Rogue One et bien sûr Solo, puisque je pense que Solo en fait partie aussi également, rendait plus hommage et de la bonne façon à Star Wars, ou en tout cas aux anciens Star Wars, tout en continuant l'histoire, ou en tout cas en apportant une petite pierre à l'édifice de cette grande saga, alors que Star Wars épisode 7 et 8 font que du surplace, alors qu'ils normalement ils sont censés continuer l'histoire, mais en fait finalement ils racontent rien. Alors Solo, pour le coup,
C'est un bon film, je suis désolé de le dire, mais c'est un bon film, très divertissant et offrant enfin des éléments de l'univers étendu, même si cela a fait un effet pervers de la part de Disney pour ramener les derniers sceptiques de la saga. Alors, on va pas se mentir non plus, donc les acteurs sont impliqués pour ma part, la réalisation est très correcte, même si l'étalonnage est un peu sombre. Le film a pas mal de défauts, il faut bien aussi l'avouer, comme des scènes à rallonge, des sujets qui ne méritent pas forcément d'être traités dans cette histoire, ou un scénario convenu avec un cahier des charges selon Disney. C'est la même chose. Il en ressort un film Star Wars tout de même en dessous de Rogue One, mais cohérent au sein de la saga. Je ne suis pas fermé sur des suites, bien au contraire, l'introduction sur l'Aube écarlate semble très prometteur et intéressante à explorer. On les retrouvera sûrement dans les autres Star Wars Stories, soit avec Boba Fett, mais visiblement il a été annulé, ou alors, éventuellement, selon la rumeur, sur le film solo Obi-Wan Kenobi, et je dois avouer être beaucoup plus emballé par ces projets que par l'épisode 9 par exemple, qui semble déjà mort-né pour ma part. Numéro 13, Sans un bruit. Alors Sans un bruit est convenu dans le genre, mais essaye de se démarquer tout de même sans presque aucun dialogue. Alors le réalisateur et l'acteur John Krasinski réussit ce qu'il voulait entreprendre, à savoir représenter la difficulté de devenir parent, puisque c'est ça le thème principal du film, et de vouloir à tout prix protéger ses enfants d'un monde hostile. Sous-texte et personnages intéressants, Sans un bruit arrive facilement à nous séduire et reste de très très bonne facture. Alors arrivé au moment de ce classement, il y a deux films qui arrivent quasi ex aequo, puisque effectivement ils traitent déjà d'une part du même sujet, et en plus au niveau de la créativité, on est sur un peu le même standard. Alors, numéro 12, Aquaman. Donc c'est du déjà vu sur le scénario, vous ne serez que surpris par la richesse créative, comme je le disais, sous l'eau, et la réalisation de James Wan qui s'éclate vraiment avec ses caméras. Les acteurs sont tous très bons, peut-être un petit bémol comme je disais sur Amber Heard, mais bon, c'est pas non plus ce qui peut gâcher un film. Nous sommes sur un bon film, quoi qu'il arrive, au même titre que Wonder Woman ou Man of Steel si on reste dans le DC Universe. Et comme vous en doutez, le numéro 11 c'est Black Panther. Alors Black Panther c'est un très bon film de super-héros, il réussit son pari en s'imposant comme un des meilleurs personnages au sein du MCU, en tout cas pour ma part, en tout cas le plus intéressant et le plus charismatique de ces deux dernières phases en tout cas. Marvel a enfin fait confiance à un scénariste et à un auteur, même si effectivement il y a beaucoup de similitudes avec Le Roi Lion par exemple, ou cette année Aquaman. Beaucoup de sous-textes avec une critique géopolitique et une grande justesse. Black Panther se hisse en haut du tableau du genre. Ryan Coogler prouve encore une fois qu'il sait faire la différence en tant que réalisateur, et je pense que ça deviendra même un bon, enfin encore meilleur réalisateur par la suite, maintenant qu'il l'a prouvé avec Creed et également donc avec un film de grand divertissement comme Black Panther. Et on arrive en haut du classement des mais avec la 10e position, Hérédité. Alors Hérédité est plutôt réussi dans son ensemble, l'ambiance voulue par le réalisateur est bien pesante et ses plans à rallonge instaurent un climat oppressant et menaçant. Il fait partie des rares bons films d'horreur, mais ne plaira pas à tout le monde car l'action n'est pas privilégiée. Il est vrai que c'est lors de son premier visionnage que le film fera son effet, même s'il fait réfléchir justement par la suite. Scénario travaillé avec des personnages aboutis, Hérédité sort des sentiers battus rappelant les films d'horreur des années 70, tout en ayant une mise en scène justement originale. Ah oui, ça, on s'amuse bien, Tante Nelly. Ces producteurs de cinéma sont très gentils. Ça craint! Et en plus, on gagne beaucoup d'argent. C'est vraiment chouette, non? Alors ça y est, on arrive dans le top, et en 9e position, A Star is Born. Alors A Star is Born est vraiment réussi pour un premier film, en plus c'est un premier film pour Bradley Cooper, totalement revisité et presque autobiographique pour les besoins du scénario. Ce film fera vibrer votre corde sensible, mais aussi critiquer l'industrie du disque,
parlera de l'alcoolisme et bien évidemment, c'est quand même le thème principal, d'amour. Les musiques sont vraiment au top et les acteurs, y compris Lady Gaga, impliqués et investis malgré un personnage d'Ali trop parfait pour ne pas atteindre l'image de la chanteuse. On va pas se mentir, il y a quand même ce défaut. Numéro 8, Spider-Man New Generation. Alors là, ça c'était vraiment the surprise cette année, et en plus c'était un film d'animation, donc c'était pas forcément évident à aborder, et en tout cas j'ai même hésité à aller le voir. Mais voilà, j'ai même fait une vidéo d'ailleurs assez longue sur le sujet parce que je trouve que justement ce film méritait toute votre attention. Ce sera un grand oui pour moi. Attention, il n'est pas sans défaut et on va y revenir. Mais si vous voulez une appréciation globale de Spider-Man New Generation, oui voilà, ça reste un très bon film d'animation et un très bon film tout court. Le film joue beaucoup sur l'effet bande dessinée avec des bulles pour donner un effet très stylé, mais aussi l'animation et le graphisme comme pour un jeu vidéo. Vous l'aurez compris, le but étant de rendre hommage aux différents supports qu'a connu Spider-Man, à savoir le comics, le jeu vidéo et aussi les différents animés. À travers les différents easter eggs, il rend hommage aux différentes franchises du cinéma également, et même à Spider-Man 3 que vous détestez autant. On prend son temps, on pose les personnages, on s'attache facilement, même si je préfère l'origin stories de Miles dans Spider-Man sur PS4, cette proposition fonctionne parfaitement. Donc voilà, c'est vraiment un bon film. J'aime l'idée que ce film rende hommage à Spider-Man et qui a été pour toute une génération d'enfants adultes et qui continue après, puisque le message est finalement: nous sommes tous Spider-Man à notre façon, avec notre personnalité, nos envies, nos valeurs, quelle que soit la couleur de peau, cheveux, identité sexuelle, gros, mince, boutonneux, différent, ce film prône tout simplement une grande tolérance. Alors dans mon top, il y a également aussi un film Netflix, ce qui est rare parce qu'en général les films Netflix sont pas non plus extraordinaires, mais celui-là est vraiment sorti du lot pour ma part et a un peu passé inaperçu. Alors j'ai fait une vidéo dessus si vous voulez la voir, parce que je revois un petit peu le travail de Drake Doremus, le réalisateur du film. Donc numéro 7, Zoé. Zoé est dans la continuité du travail de Drake Doremus, tout simplement. Il maîtrise son sujet et arrive à le mettre dans des situations différentes. Même si la narration reste simpliste, le non-verbal des personnages l'est beaucoup moins. Zoé est un très bon film, soignant l'esthétisme et la mise en scène qui est parfois parlante, plus parlante en tout cas que les dialogues. Il est très rare d'obtenir un bon film produit par Netflix, alors je vous encourage grandement à le voir et faire votre propre avis. En tout cas pour ma part, il fait partie du top de cette année. Numéro 6, Avengers Infinity War. Alors oui, moi aussi je suis surpris qu'il soit dans un top cette année, dans le sens où un Marvel pour moi c'est souvent lambda. C'est surtout, ça va plus dans la catégorie des mais dans une année, mais Avengers Infinity War a réussi à se démarquer et c'était un des films Marvel que je me disais mais vivement que je le revoie parce que j'ai trouvé ça vraiment très bon. Et si on le regarde hors MCU, c'est même parfois très osé et appréciable. Ce n'est pas non plus un chef-d'œuvre et il réside tout de même quelques défauts, comme l'humour qui casse parfois le rythme, même s'il arrive à parfois nous faire rire. Quelques effets visuels aussi qui sont un peu brouillons, comme le collage de Bruce Banner ou de War Machine. Et un autre défaut aussi quand même, si on devait noter les défauts, c'est tout simplement l'Ordre Noir qui est trop expéditif alors que ce sont d'excellents personnages. 18 films avant pour en arriver là, alors que je pense que sur ces 18 films, il y en a beaucoup qui ne servent à rien. Je pense à Spider-Man Homecoming, je pense effectivement à Ant-Man et la Guêpe cette année par exemple, et ça aurait été plutôt malin de faire un film justement sur cet Ordre Noir et Thanos avant, un film entier sur eux. Je pense que c'était honnêtement faisable, et de toute façon il y a Marvel de marqué dessus, donc forcément les gens auraient été le voir. Et du coup, ça aurait été plutôt bien pour introduire cet Avengers Infinity War pour en savoir un peu plus. Voilà, en tout cas ça c'est un petit peu le défaut si on regarde le MCU dans son ensemble. Après, l'impact de la fin également aussi est un défaut en soi, puisque c'est quand même une claque et en même temps un défaut, puisqu'on sait que tous les héros qui sont morts à la fin ont une suite de prévus. Donc c'est vrai que voilà. Mais dans son ensemble, voilà, c'est un film qui fait plaisir. Marvel prend enfin des risques, si on peut le dire, et effectivement a créé une véritable hype, par exemple, pour même Captain Marvel ou encore Avengers Endgame, dont la bande-annonce est sortie, qui a l'air vraiment intéressant.
arrive au top 5 des films de 2018 avec la 5e position, Bohemian Rhapsody. Alors là oui, on va revenir un petit peu dessus, j'ai fait aussi également une vidéo sur le film, et je vais pas trop m'éloigner de cette vidéo puisque mon avis n'a pas changé. Alors oui, ce film n'est pas un chef-d'œuvre, ce n'est pas non plus un bon biopic, c'est-à-dire que c'est vraiment un mauvais biopic, très mauvais d'ailleurs. Alors pourquoi il arrive en top 5 ? Parce que tout simplement c'est un bon film. Tout simplement, bien réalisé, le scénario est sympa. Bon effectivement oui, si on parle de biopic, là oui on a un problème, puisque effectivement il y a beaucoup d'erreurs dans le film, je les ai répertoriées d'ailleurs dans ma vidéo, sans mériter le titre de chef-d'œuvre. Impossible de s'ennuyer devant ces génies de la musique en même temps, encore intemporel pour nos oreilles. Bryan Singer n'en oublie pas la mise en scène subtile, lui qui parfois souffre de défauts de rythme dans ses précédents films, arrive grâce à la puissance du groupe à redonner vie aussi à Freddie Mercury. Alors certes c'est une représentation totalement erronée sur le groupe comme je le disais, mais je dois avouer y avoir été en me disant à l'avance que ce serait une fiction. Sacha Baron Cohen voulait même raconter la véritable histoire et s'est fait virer pour différents créatifs. Donc, voilà, ça mettait de toute façon sur la voie par rapport à ça. Ce n'est pas un véritable biopic comme je le disais et j'en suis conscient. Alors que nous reste-t-il ? Si on regarde le scénario, cette fiction m'a tout de même adopté et reste émouvante. Adorant le groupe, est-ce que je suis aussi véritablement objectif quand j'en vous parle ? Pas vraiment, hein. Forcément la musique apporte beaucoup au long métrage, c'est toujours un plus, mais en tant que film, je trouve que l'histoire est intéressante, rythmée et bien réalisée. Et de plus, le film est porté par des acteurs talentueux et impliqués. On regrettera seulement ne pas avoir eu la véritable histoire de Freddy et on va pas se mentir, le film est tout de même centré sur lui et non sur le groupe, mais également la fin de l'histoire de Freddy de 85 à 91. Ça reste frustrant et en plus de ça, on a 20 minutes de live aid qui aurait pu être beaucoup plus raccourci et justement pour raconter la fin de Freddy. J'en reviens aussi à ce que disait In The Panda puisqu'il l'a mis dans ses flops et je le comprends parfaitement. Dans un sens, puisque si on regarde en tant que biopic, oui c'est un flop, mais en tout cas en tant que film il reste bon. Il disait que justement ça aurait été plutôt sympa de raconter la fin de Freddie Mercury avec la chanson Show Must Go On qui porte un sens mais véritable et beaucoup plus émouvante qu'une photo à la fin disant qu'il est mort du sida. Mais je suis totalement d'accord avec cela et c'est pour ça que je disais que c'est frustrant à la fin. Pour information, il existe notamment un documentaire produit par Arte, ça j'en avais parlé dans ma vidéo, produit par Arte qui raconte la véritable histoire du groupe et honnêtement à la fin j'ai eu beaucoup plus de frissons dans le documentaire que à la fin de Bohemian Rhapsody. Donc voilà, si jamais vous voulez voir la véritable histoire du groupe, regardez le documentaire. Si vous voulez voir un bon film, regardez Bohemian Rhapsody. Bien évidemment avec le sujet principal du film, puisque c'est pas le groupe Queen finalement, c'est un film sur les non-dits, que ce soit sur les identités sexuelles ou autres. Le film raconte réellement donc les non-dits comme je le disais, et voilà, c'est vraiment un film sur ce qu'on peut cacher, que ce soit à ses amis, à sa famille, à sa femme. Voilà, c'est vraiment les non-dits, et c'est pour ça que certains sujets sont un peu occultés, mais c'est fait volontairement dans le film. Et justement ça passe par la mise en scène soignée de Bryan Singer. Donc je vous encourage tout de même à aller voir Bohemian Rhapsody si vous ne l'avez pas encore vu, malgré son gros succès, puisque c'est le plus gros succès en termes de biopic entre guillemets. Donc voilà, Bohemian Rhapsody mérite sa place dans ce top en tant que très bon film. Numéro 4, La forme de l'eau. Alors oui, La forme de l'eau de Guillermo del Toro, pourtant je suis pas très fan de ce qu'il fait, eh bien avait tendance à privilégier la forme plutôt que le fond. Alors ici, en tout cas pour La forme de l'eau, il privilégie bien évidemment la forme, mais arrive à faire justement enfin un travail sur le fond. La forme de l'eau est le meilleur de Guillermo del Toro, il réussit à nous faire part au plus grand nombre de sa poésie cinématographique. Sa trame scénaristique principale reste le défaut du film tout de même, mais est vite enjolivée par ses jolis sous-textes intelligents, sa musique, ses décors immersifs, sa mise en scène inventive et sa critique de la société. Loin d'être pessimiste malgré sa noirceur évidente, La forme de l'eau est un hommage à l'art tout en parlant d'amour.
Numéro 3, Mission Impossible Fallout. Alors je suis surpris que vous parce que ce film, enfin en tout cas la saga, je suis pas très fan. On va pas se mentir, vraiment les Missions Impossibles j'ai beaucoup de mal. Pourtant celui-là est tout simplement le meilleur épisode de la saga, même si par certains moments il arrive que ce soit assez gros, ça reste Mission Impossible, faut pas déconner non plus, mais le film reste simplement réussi. Offrant sa panoplie de cascades à Tom Cruise, qui se surpasse et impressionne, le scénario quant à lui reste très subtil et moins simpliste qu'il n'y paraît. Les plans sont travaillés et rend le film visuellement incroyable. Je ne peux que vous conseiller ce dernier Mission Impossible qui restait honnêtement le grand incontournable de l'été 2018. Numéro 2, Three Billboards, les panneaux de la colère. Alors ce film est une réussite complète, à la fois dans le scénario, dans ses dialogues et la mise en scène. Très riche, le film se permet d'être violent. Il représente de façon pessimiste la société américaine, voire même de notre société dans son ensemble. Plusieurs œuvres me viennent à l'esprit qui évoquent quelque peu les mêmes éléments, comme Idiocratie ou encore No Pain No Gain. Idiocratie car l'humanité régresse sur beaucoup de sujets. Rien que le rapport à la communication dans le film quand le chef de la police se tue, ou la population est persuadée que la cause viendrait des panneaux, ou alors la population n'ira jamais chercher plus loin par exemple. La vision du réalisateur ne donne pas une image idéaliste des Américains, notamment sur leur QI, sur leur conscient intellectuel. No Pain No Gain car l'action des personnages est parfois stupide et incontrôlable. Et enfin le numéro 1, BlacKkKlansman. Alors BlacKkKlansman, j'avais fait également une vidéo dessus, c'est une réussite à tous les niveaux. Son seul défaut ce serait quelques longueurs parfois, mais personnellement ça ne m'a pas dérangé. C'est un réel coup de cœur pour moi et il m'arrive d'avoir encore la voix qui tremblote quand j'y repense à certaines images. La mise en scène est inventive et recherchée, le scénario et les dialogues minutieusement bien écrits. Les acteurs sont tous impliqués, je peux que vous dire d'aller le voir si jamais vous ne l'avez pas encore vu, de réagir, de partager ce film avec le plus grand nombre de personnes que vous connaissez, car le film est important, politique, intéressant, humain, sérieux, parfois comique et historique. Et c'est un héritage mondial, coup de cœur menaçant, réaliste, une représentation extrême, fou, bref un projet qui semble venir tout droit des tripes de Spike Lee. Voilà pour mon top flop et meh de cette année 2018, j'espère que cela vous a plu. Vous pouvez également mettre dans les commentaires les tops et flops et les mets que vous avez dans votre liste, c'est toujours intéressant justement. Ça reste bien sûr un top, un flop et un mets personnel, mais honnêtement, voilà, 2018, comme je disais, c'était pas foufou, mais voilà, quelques perles se sont glissées, je pense à Three Billboards ou BlacKkKlansman dans mon top, dans mon top en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment, il y a quand même quelques perles, on va pas se mentir. On attend 2019 pour voir ce que ça va donner. Personnellement, j'attends pas forcément de grands films. Peut-être aller Avengers Endgame parce que voilà, avec Avengers Infinity War, ça crée la petite hype. Mais globalement, je n'attends pas forcément grand-chose de cette année. Glass peut-être de Night Shyamalan ou encore le dernier film de Clint Eastwood, mais ça va pas plus loin que ça. Donc voilà pour 2018. 2019 ce sera aussi le retour de Game of Thrones, c'est peut-être ma plus grosse hype en termes de série. Voilà, si jamais vous voulez le savoir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, on reste disponible sur le site internet movies365.fr, donc Twitter, Facebook, également la page officielle. Et également, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.